Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Youssouf Baldé, première dauphine Miss Guinée 2024. Je suis dans le podcast Dissidente. C'est ma toute première fois de ma vie de discuter avec une Miss. Est-ce que tu le sais? Non, je ne le savais pas. Habituellement, les gens t'apprécient, les gens disent tu es belle, tu es vraiment resplendissante. Tous les jolis mots qu'il faut sur cette terre, on te le dit. Aujourd'hui, je te donne 1 minute pour flatter le dissident qui est avec toi. Flatte ma beauté pour que la fille qui regarde cette vidéo tombe amoureuse de moi. Alors, je pourrais pas vraiment vous flatter. Je te tutoie ou je te vous vois? Fais comme tu veux, tutoie-moi. Ok, je pourrais pas vraiment te flatter parce qu'on vient à peine de se connaître. Okay. Mais tout ce que j'ai pu voir, c'est que tu es une personne cool, chill. Bon, juste en 2 secondes, chill et cool. Physiquement. Je me suis pas attardée sur ton physique, désolée. Ah bon? Je vais être méchant avec toi dans les questions. Alors, tu es aujourd'hui une Miss très connue sur les réseaux et bien naturellement dans la vraie vie. On veut connaître qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le mannequinat. Ok, alors le mannequinat, j'ai commencé en 2021. 2020? Ok. Et du coup, les compétitions de beauté, je les ai commencées depuis 2007-2008. Donc, ça date énormément. Mais seulement qu'à Saint-Georges, parce que j'ai fait tout mon cycle scolaire à Saint-Georges, il n'y avait pas d'activité culturelle. Donc, j'ai dû arrêter en 2016-2017. Puis, j'ai recommencé en 2022. Ok. Donc, vraiment, la chose qui m'a poussée, c'est l'amour pour les compétitions de beauté. Vu que je n'avais pas l'âge requise pour commencer en Guinée, j'ai dit pourquoi pas me lancer dans le mannequinat avant d'avoir l'âge requise et voilà. Quand tu étais toute petite, donc tu ne pensais pas à ça? Bon, quand j'étais toute petite, je pensais pas vraiment au mannequinat, mais plus aux compétitions de beauté parce que tout le monde dans ma famille me disait que j'allais être Miss Guinée 2020. Voilà. Ta famille était déjà préparée psychologiquement ça? Oui. Est-ce que ta famille en question, elle a été consentante au début à l'idée que tu fasses carrière dans le mannequinat? Alors, vous savez que dans le domaine de la mode, il y a toujours des stéréotypes qu'on doit d'ailleurs vraiment bannir. Au début, c'était pas vraiment facile parce que quand j'étais petite, on disait Miss Guinée 2020. Mais vu que j'étais une enfant en Corse, donc c'était plus pour, je vais dire pour rire. Mais quand j'ai vraiment recommencé la chose, c'était un peu difficile. Mais je crois qu'avec l'amour de la chose, ils ont dû accepter et c'était super parce qu'à la fin, j'ai toute ma famille derrière moi. Ok. Et quand tu as remporté ton trophée de première dauphine, comment ta famille a vécu cette chose-là? Comment tu l'as vécu, toi? Alors, je dirais que ma famille, ils étaient un peu déçus. Ok, déçus? Oui, ils étaient un peu déçus du fait que j'ai pas été Miss Guinée, mais je me dis que parce qu'ils voulaient réellement que j'ai cette couronne, donc c'était normal. Et moi, je l'ai vécu bien. Parce que je pars dans la logique que c'était pas destiné pour moi. Je suis une personne pieuse, donc je me dis, si Dieu m'a pas donné cette chose, c'est qu'il me réserve encore quelque chose de plus grand. Okay. Et je voulais cette couronne, mais je me dis au fond que j'ai pas vraiment besoin d'une couronne pour briller. Je suis née avec une lumière, donc je vais continuer à briller à ma manière. Dès que moi je te vois, je vois une couronne en toi. Est-ce que tu le sais? Merci beaucoup. Sur les réseaux sociaux, après les résultats, il y a eu un grand bruit. Tu avais vu ça? Oui. Tu étais connecté. Quand tu as vu ce mouvement dans lequel les gens étaient, tout le monde disait que vraiment c'est You qui devait prendre cette couronne-là. Est-ce que, voilà, comment tu as vécu tout ça? Est-ce que tu es parvenu, par exemple, à sensibiliser les gens, à les dire, les gars, je n'ai pas eu, c'est ça. Comment tu as vécu ça? Comment tout ça s'est passé? Alors, jusqu'à maintenant, je reçois plein de messages où quand je suis dans la rue, c'est toi la Miss Guinée, c'est toi la Miss du peuple. Moi, je dirais vraiment que, encore comme ce que je vous ai dit, ça ne m'était pas destiné tout simplement. Okay. Sûrement, il y avait des critères que je ne remplissais pas selon le comité, selon les membres du jury. Donc, c'est pas pour moi. Et je crois que le plus important, j'ai impacté énormément de personnes. Parce qu'après ça, j'ai eu plein d'influenceurs internationaux qui m'ont écrit. Et présentement, il y a plein de jeunes filles, soit du Sénégal, d'énormément de pays qui m'écrivent pour avoir des conseils. Et je crois que j'ai impacté vraiment énormément de personnes. Donc, je vais continuer à me battre et à faire de plus. Et surtout, nous, on compte sur toi. On ne veut pas que tu lâches surtout. Un jour, je vais sortir une vidéo de ce podcast. Je dis, elle était passée ici pendant qu'elle n'était pas Miss Guinée. Et aujourd'hui, elle l'est. Et j'espère ce moment-là va se passer un jour. Tu seras vraiment heureuse. Bon, la question de revenir à Miss Guinée ou pas, ça, c'est à réfléchir encore. Ok.
Tu réfléchis pour le moment si tu dois revenir encore dedans? Je ne sais pas encore si vraiment je vais revenir, mais avec mon équipe, on verra réellement. Ok. Est-ce que nous pouvons savoir quelle est l'importance pour un pays d'avoir une Miss? Ok, alors je dirais une Miss, c'est une sorte de branding pour le pays. À travers une Miss, elle peut montrer les potentialités de son pays, qu'est-ce que son pays recèle réellement. Par exemple, pour le cas de la Guinée, à travers Miss Guinée, à travers la Miss qui peut aller représenter, les autres pays pourront savoir que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, qu'on est en scandale géologique, qu'on a le projet Simandou, qui est un très grand gisement de fer avec une teneur de 66%. Donc vraiment, une Miss, c'est aider les autres pays à savoir qu'est-ce que son pays recèle. Donc c'est porter haut et fort le drapeau. En fait, il y a plusieurs personnalités dans un pays. Il y a plusieurs personnes qui peuvent faire la même chose. Pourquoi la nécessité qu'une Miss fasse de telles choses? Il y a par exemple des écrivains qui peuvent faire pareil. Il y a des artistes qui peuvent faire pareil. Quelle est l'importance que ce soit une Miss qui fasse aussi des choses comme ça? Alors, je dirais que pour tout ton pays, chaque personne qui peut montrer les potentialités de son pays est bonne. Donc, alors pour nous, c'est plus dans le domaine de la beauté. Montrer, à part qu'être une personne très belle, on peut être aussi intelligente et montrer que le côté Miss ne se repose pas seulement sur le côté physique, mais aussi intellectuel. Donc, à travers ça, je dirais que chaque personne qui peut montrer qu'est-ce que son pays peut apporter est bonne. Justement, j'en veux même. Est-ce qu'être Miss, c'est une opportunité pour exhiber sa beauté ou un moyen pour défendre des valeurs? Alors, être Miss, c'est un moyen pour défendre les valeurs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moyen de montrer que la beauté ne se limite pas seulement qu'à la beauté physique, mais aussi intellectuelle. Et que les stéréotypes qu'on nous tag, vraiment, c'est des trucs anciens, je dirais. Et que la nouvelle génération peut montrer qu'une Miss peut faire énormément de choses, tant au niveau social qu'au plan économique, diplomatique. D'accord. Tu viens d'une communauté qui n'est majoritairement pas ouverte à ce genre de métier-là. La communauté PEL est une communauté très conservatrice. Comment tu as vécu ça au début? Est-ce que ta communauté, les gens autour de toi, ton entourage t'a encouragé dans cette aventure, ou bien elle a montré des barrières pour ne pas que tu fasses une telle chose? Forcément, je viens d'une communauté Peul, donc c'est pas vraiment évident. Mais je crois que depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai été toujours fidèle à moi-même. J'ai été authentique et j'ai été unique dans mon genre. Donc j'ai montré que je pouvais faire énormément de choses et impacter énormément de personnes. Donc à travers ça, ils ont vu que, à travers juste la petite chose que je faisais et que j'aimais réellement, j'ai pu aider plein de jeunes filles à s'assumer. Donc après une année, et maintenant à Miss Guinée, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Ils sont même fiers de dire qu'une fille une fille de ma famille fait ça. D'accord. Est-ce que tu dois, à travers cette question, profiter de l'occasion pour dire que les parents doivent soutenir les enfants dans ce qu'ils veulent, dans ce qui les rend heureux, qu'en lieu place de plutôt monter des barrières qui vont les empêcher de poursuivre leurs passions? D'accord. Alors, je dirais qu'aux parents, vraiment, laisser les enfants vivre de leurs rêves, parce que c'est super important de faire ce qu'on aime. Après, dans la vie, tout ne peut pas être rose. Tu peux aller et puis te piquer, tomber, mais tu peux aussi te relever. Donc, vraiment, quel que soit le métier qu'un enfant veut faire du moins, laissez-le aller au bout de ses rêves. L'important, c'est de réussir ou de tomber pour se relever plus fort. D'accord. C'est un très bon message. Et je prie Dieu qu'il y ait plusieurs familles comme la tienne qui est ouverte à ce genre de trucs. Parce qu'il faut le dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont nourri ce genre de rêves, mais au départ, ça n'a pas marché. Les parents disaient non, ne te lance pas dans ça. C'est un truc de... Il y a plusieurs stéréotypes qu'on ne va peut-être pas citer, mais qui existent, qui freinent ces personnes-là. Par exemple, moi, de mon côté, j'ai eu vraiment la même chose. On a même retiré mon téléphone. Ah bon? À un moment donné... Ta maman ou bien ton papa? Ma maman. À un moment donné, quand je partais à l'école, on avait même déplacé un chauffeur qui allait venir me chercher pour ne pas que je parte faire des shootings. Il y a eu plein de choses comme ça, mais comme je l'ai dit, je me suis vraiment énormément battue pour la chose. Et comme je restais authentique et fidèle à mon éducation, au final, ma mère m'a laissé faire ce que j'aimais. D'accord.
Est-ce qu'au début, tu as été victime des jugements, des incompréhensions, des petites critiques qui ont voulu parfois te freiner dans cette aventure-là? Dans Miss Guinée? Oui. Énormément. J'ai eu énormément de critiques par rapport à ça, me disant que j'étais très jeune. C'était des critiques du genre. Que j'étais très jeune pour être Miss Guinée. Pourtant, moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Okay. Il faut plutôt avoir cette mentalité. C'est en étant jeune qu'on peut prendre sa vie en main et réaliser ses rêves. Et après ça, j'ai eu que je ne parlais pas anglais, donc je ne pouvais pas être Miss Guinée. Il y a eu tous ces critères, mais moi, je me suis dit, rien ne pourra m'arrêter. Que je sois Miss Guinée ou pas, je vais impacter le peuple, montrer de quoi je suis capable. Et après, l'anglais, c'est une langue, ça peut s'apprendre. D'ailleurs, j'ai même commencé récemment. Ça peut s'apprendre et à l'international, les gens verront à travers moi, c'est quoi la Guinée? Donc, je me suis dit, tout ça, rien ne peut me ralentir. Du moment où ma famille est derrière moi, mes amis et ma communauté, mon université, rien ne pourra m'arrêter. Justement, parlant même de l'anglais là, est-ce que tu trouves que c'est une nécessité que les gens brandissent cette langue comme étant une barrière pour quelqu'un qui veut vraiment faire carrière dedans? Sachant bien sûr qu'il y a beaucoup de célébrités, qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont poursuivi leurs rêves, qui sont devenus des icônes, qui sont devenus des grandes célébrités dans ce qu'ils font sans connaître même l'anglais. Alors, je dirais que déjà, actuellement, dans le monde où on est, l'anglais est vraiment très important. Mais par rapport aux critères de Miss Guinée, je ne savais pas si vraiment l'anglais était primordial dedans ou pas. Okay. Parce que j'ai pas eu connaissance de cela. Mais tout ce dont j'avais connaissance, je crois que j'ai rempli les critères à 95%. Après, le reste, on ne sait pas réellement. C'était quoi la petite touche pour nous séparer? Messi ne sait pas parler anglais, pourtant il fait partie, il est le deuxième meilleur joueur de l'humanité aujourd'hui, après Cristiano. Exactement. Tu vois, non, l'anglais pour moi, ce n'est pas autant important que ça, que les gens le prennent comme étant une barrière pour les gens qui veulent faire quelque chose. Tu partages l'avis avec moi? Oui, je dirais que l'anglais, c'est pas une barrière, même si c'est important, parce que c'est une langue, ça peut s'apprendre en 3, en 6 mois, en 1 an. Donc l'important, battez-vous pour ce que vous voulez réellement, les choses viendront naturellement. D'accord. Quels sont les sacrifices que tu as dû consentir pour être la première dauphine en Guinée? Bon, la vie sociale. Ok. Parce qu'à un moment donné, j'avais plus vraiment de temps. Et Dieu merci, j'ai eu vraiment des gens très compréhensifs. Par exemple, avec mes copines qui m'appelaient tout le temps. Okay. Moi, je ne les appelle pas réellement parce que j'avais pas réellement de temps. Oui. Mais ils m'appelaient, elles m'écrivaient, on est avec toi, on comprend réellement. Donc, ma vie sociale, je l'ai mise de côté. Oui. Et j'ai dû rater 2 mois de cours. Wow. Parce que, à l'université? Oui, à l'université. Mais fort heureusement, j'avais toute mon université derrière moi. Ouais. Donc, après que j'ai recommencé les cours, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont aidé, qui ont commencé à m'expliquer les cours. Donc, je dirais que c'est vraiment les 2 facteurs que j'ai dû mettre de côté pour Miss Guinée. Ouais. Et moi, j'apprécie vraiment le fait que tes proches ont été vraiment ouverts à ça. Ils t'ont accompagné à fond dedans. Vraiment. Si tous les entourages étaient comme ça, j'avoue que le monde serait très beau comme ça. Exactement. Parce que la plupart du temps, imaginons que quand tu vivais ce genre de moment-là et que tu n'avais pas le temps, il y avait des amis qui pouvaient dire, ben, actuellement, elle est devenue arrogante. Elle n'écrit plus personne, elle est devenue quelqu'un dans le pays. Si on le disait, comment tu allais conseiller ce genre de personnes à ne pas mal prendre cela? J'ai vraiment eu des personnes comme ça, mais c'était pas vraiment des personnes proches de moi. C'était parfois des connaissances qui me disaient. Mais j'essaie vraiment de faire comprendre ces personnes qu'à un moment donné, il y avait des choses réellement très importantes où je devrais vraiment m'accentuer. Parce que comme je vous ai dit, j'ai fait énormément de sacrifices et je voulais pas que ces sacrifices soient en vain. Donc, il y a d'autres qui ont compris et il y a d'autres malheureusement qui l'ont pas compris. Mais l'importance, vraiment, mon entourage a été là pour moi et je crois que c'est l'essentiel. Tu penses qu'une jeune fille de ton âge qui a beaucoup de rêves doit rester concentrée sur ses rêves, sur ses objectifs, que d'être concentrée sur des relations? Alors, je dirais qu'une jeune fille de mon âge, surtout de mon âge, doit se concentrer sur ses rêves. Alors, tu peux aussi avoir une vie privée, parce que ça, c'est des trucs qui viennent naturellement. Tu peux avoir une vie privée, mais que ta vie privée ne soit pas un obstacle sur tes objectifs. D'accord. Est-ce qu'une relation, par exemple, dans ce genre de circonstances-là, ta relation peut influencer négativement tes objectifs? Je dirais oui.
que ce soit une relation amoureuse ou amicale, je parlerai du niveau amical. Parfois, tu peux avoir des problèmes avec tes amis et que cela t'affecte mentalement, donc tu peux pas réellement te concentrer sur tes objectifs par rapport à Miss Guinée, par exemple. À un moment donné, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais eu des petites critiques que j'étais devenue un peu trop arrogante et ça me mettait mal à l'aise parce que j'arrivais pas vraiment à me concentrer. Je me disais, mais pourquoi ils comprennent pas que c'est des choses très importantes? Donc, parfois, les relations peuvent être des obstacles pour la réalisation de vos rêves. D'accord. Est-ce qu'après avoir été la première dauphine de Miss Guinée, tu as eu des propositions de mariage? Parce que la plupart des hommes aimeraient des filles qui ont le même profil que toi. Est-ce qu'il y a eu des propositions, il y a eu des messages pour dire « Yo, tu vas bien, j'aimerais vraiment qu'on fasse du sérieux. » Voilà, est-ce que tu as eu ça? Non, j'ai pas eu. T'as pas eu? Sincèrement, les gens, au-delà même des réseaux, personne n'est venu dans ta famille pour te faire des propositions? Oui, à part les réseaux, j'ai eu, mais bon, comme je dis, je suis concentrée sur mes objectifs, donc après, voilà. Un homme, par exemple, qui a besoin aujourd'hui d'épouser une fille comme toi, pas forcément parce que tu es la you que les gens connaissent sur les réseaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, je dirais que la première chose, c'est le respect. Le respect. Il faut vraiment un homme respectable parce que avant que la confiance vienne, il faut le respect. Parce que sans le respect, il n'y a pas de grand-chose. Et après, pieux. Ok, un homme pieux. Oui, un homme vraiment pieux et qui a pitié. Parce que parfois, tu peux être pieux, mais tu n'as pas vraiment pitié. Ouais. Après, les choses peuvent venir. Mais je crois que c'est vraiment les bases. Respectueux, pieux et qui a peur de Dieu. Et ce sont des discours, je ne sais pas si c'est sincère, je présume que c'est sincère. Les autres filles ne pensent pas cela. Les autres filles, l'argent vient dans le top 2 de leurs critères. Elles prennent l'argent comme étant le baromètre de toute relation actuellement. Comment tu conçois cela? Est-ce que pour toi, l'argent, c'est primordial pour une relation? Alors, genre, dans le sens du mariage, il faut vraiment un homme qui peut t'aider financièrement, enfin pas t'aider financièrement, mais subvenir à tes besoins financièrement. Parce qu'on dit, avant que tu te maries, il faut vraiment que tu puisses avoir un côté financier qui peut aider ta femme et tes futurs enfants. Donc, je crois que pas vraiment le top 2, on peut dire le top 5, vraiment. Okay. Que vous aidez mutuellement, mais plus l'homme, vous vous dites que vous devez être... vous êtes le chef de la famille. C'est pas nous, on s'est dit ça, on a trouvé ça dans la société. Vous êtes le chef de la famille. Donc, franchement, il faut que vous arriviez à subvenir aux besoins des femmes. C'est pas être matérialiste. C'est nous, on doit faire ça, tout ça. Oui. La femme peut travailler et t'aider financièrement. Ça, moi, ce que je conçois pas, quand c'est l'amour, on dit que c'est mutuel. Quand c'est respect, on dit que c'est mutuel. Quand c'est tout ce qu'on va citer, on va dire que c'est mutuel. Mais dès qu'il s'agit d'argent, on dit que c'est l'homme d'abord qui doit donner. Alors, l'homme et la femme peuvent donner. Mais le plus, moi, je dirais, l'homme peut plus donner. Parce que, étant donné que vous êtes mariés, c'est lui le chef de la famille. Et ça a toujours été comme ça parce que c'est l'homme qui part donner la dot et non la femme. Enfin, dans notre culture à nous. Donc, moi, je dirais que vous pouvez vous aider, mais l'homme aussi doit prendre plus en charge sa femme. Donc, l'homme qui vient pour épouser You aujourd'hui, s'il n'a pas d'argent, il va faire comment? Bien qu'il a tous les premiers critères que tu as cités, il est pieux, respectueux, il a de la compassion pour sa future femme qui doit être You. S'il n'a pas d'argent, comment tu vas t'arranger avec lui? Bon, je dirais que s'il n'a pas d'argent, il doit chercher de l'argent. Pourquoi il doit chercher de l'argent? Parce qu'il doit subvenir à mes besoins. Même si j'aurais vraiment de l'argent, je serais indépendante financièrement, mais il faut qu'il ait vraiment de l'argent pour subvenir à mes besoins. C'est pas être matérialiste, mais pour moi, c'est être réaliste. C'est réaliste. Oui, c'est être réaliste. On peut s'aider mutuellement, financièrement, mais il doit avoir la capacité de subvenir à mes besoins. D'accord. Quand tu prends le mannequinat dans le contexte guinéen et celui des autres pays, par exemple la Côte d'Ivoire, est-ce que tu penses que la Guinée a quelque chose à envier à la Côte d'Ivoire en termes de mannequinat? Alors, je ne prendrais pas le côté de la Côte d'Ivoire, mais plus de la France, parce que j'ai pu travailler avec des gens de la France. Et j'ai jamais travaillé avec des Ivoiriens, mais franchement, ce que j'ai vécu, c'est vraiment très différent. Parce que le mannequinat en Guinée, c'est un peu plus strict
Parfois, quand tu dois faire quelque chose, on te dit quoi faire exactement. Ok. Par exemple, si tu dois faire des shootings, on te dit quel type de shooting tu dois faire, quel type de pose. Alors que c'est tellement différent à l'international. Ok. On te laisse vraiment vivre, montrer ta personnalité, montrer ton authenticité. C'est vraiment très différent. Et je crois que sur cet aspect, ils doivent vraiment laisser Une certaine liberté. une certaine liberté aux gens qui puissent vraiment montrer leur personnalité au lieu de les mettre dans une cage. Est-ce que tu as été victime de ce genre de contraintes où on te dit forcément il faut faire ça? Comment tu as fait pour te comprendre avec ces gens-là? Oui, à un moment donné, j'ai eu à avoir ce problème, cette complication. Malheureusement, ça n'a pas abouti parce que je suis une personne, je suis pleine d'énergie et j'aime pas le fait qu'on me dise quoi faire. Quelques anecdotes, par exemple, sur ces genres de trucs qui t'ont arrivé, où on t'a obligé de faire forcément ça, pourtant tu voulais faire autrement. Alors, on va dire c'est par rapport à une marque de vêtements. Ok, laquelle? J'ai dû... Non. Ok, Désolée, je ne pourrais pas vas-y. prononcer la marque. Je devais travailler avec cette personne, mais la personne devait me dire comment faire les poses. Pourtant, c'est mon domaine à moi. Faire les Ok. poses, c'est mon domaine à moi. Et... Tu l'as appris? Ou, pardon? Tu l'as appris dans une formation ou bien? Non, c'est naturel, je dirais. Ok. C'est naturel. Donc, la personne me disait, fais ça, fais ça. À un moment donné, je l'ai dit, là, c'est mon domaine. Donc, laisse-moi mettre en valeur ton habit. Parce que je crois que c'est pour ça que tu m'as contacté. Mais au final, ça commençait à être grossier. Un manque de respect commençait à rentrer. Et comme je vous ai dit, moi, la base de toutes mes relations, c'est avant tout le respect. Je me suis dit, bon, je ne pourrais pas continuer cette collaboration. Donc, on va s'arrêter là. Et c'est quand je suis vraiment partie à l'international, j'ai vu comment les choses se passaient là-bas. Je me suis dit, vraiment, il y a une très grosse différence entre l'international et ici. D'accord. Pareil, Saramba et Olivia Yassé, nous sommes des pays voisins, Côte d'Ivoire, Guinée. Ils ont participé à la même année à Miss Monde. Est-ce que le mouvement que tu as vu en Côte d'Ivoire, comparativement à celui qui existait ici, est-ce que tu penses que la Guinée ne peut pas défier la Côte d'Ivoire actuellement en termes de l'organisation, en termes de communication, quand il s'agit des choses comme ça? Alors, je dirais, pour ces compétitions, il n'y a pas histoire de défier. C'est juste soutenir nos sœurs Miss. Parce que avant tout, même si chacune d'entre elles essaie de montrer son pays, brandir les couleurs de son pays, c'est de mettre aussi en avant l'Afrique. Donc, je crois que Saramba a eu le plus grand engouement à Miss Monde. En Afrique? Non, en Guinée pour la première fois. Je crois que c'est pour la première fois qu'on voit vraiment une Miss réunir tout le monde entier, enfin toute la Guinée, et comme Olivia Yassé. Donc, à travers cette compétition, ils ont pu voir les potentialités de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, et ça a pu booster un peu l'Afrique. Donc, je dirais que c'est l'essentiel. Il n'y a pas histoire de rivalité entre les deux Miss ou les deux pays. Non, c'est pas une histoire de rivalité. Moi, je suis sur une posture que, par exemple, je suis slammer, par exemple. Je connais des slammeurs de la Côte d'Ivoire. Donc, parfois, il me faut regarder ce qui marche bien chez les gens là, qui sont absents. Par exemple, les choses là-bas qui sont absentes chez moi, j'essaie de voir comment remplacer ça. Par exemple, chez les Ivoiriens, ils sont plus chauds dans la communication. Quand il s'agit vraiment de booster quelqu'un qui vient de là-bas, ils peuvent le faire à fond. Tu vois, non? Pourquoi pas dans notre pays? Pourquoi on ne voit pas ce genre de solidarité vraiment intense chez nous? Avant, on ne voyait pas, mais réellement, là, maintenant, on voit réellement. Parce que il y a Serhou Guirassy récemment, tout le monde était derrière lui, comme Saramba à Miss Univers, comme moi à Miss Guinée, on va dire, même si c'est une compétition nationale. Énormément de personnes. Maintenant, le Guinéen soutient. Même si on n'est pas vraiment à 100%, mais on va dire on a dépassé la marge des 50%. Donc, dans les années à venir, ça sera vraiment chaud. Donc, selon toi, qu'est-ce qui manque aux Guinéens pour que le soutien soit à 90 ou à 100%? Là, je ne pourrais pas me prononcer dessus, mais on verra dans les années à venir. Non, ce qui manque, est-ce que, par exemple, c'est un problème de connexion, un problème d'information? Parce que Saramba, par exemple, et les gens devaient voter pour elle sur, je ne sais pas si c'était Mobstar ou quoi, un réseau de ce genre, mais ce n'était pas facile. Il fallait passer dans les universités pour faire voter des étudiants. Il fallait des petits détails comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des détails qui manquent dans l'ensemble qu'il faut renforcer pour que, par exemple, si toi, tu dois aller à Miss Monde, pour que tu puisses ramener la couronne?
Alors, pour le côté de Saramba, c'était un peu normal qu'on passe dans les universités parce que c'était, je crois, la toute première fois qu'on partait à Miss Monde. Donc, on n'avait pas connaissance, donc il fallait qu'on nous sensibilise. Donc, plus il y aura de Miss à l'international, plus nos mentalités vont changer sur le fait qu'il faut qu'on vote pour les Miss pour qu'elles gagnent. Parce que je crois que les votes sont pris jusqu'à 70%. Enfin, je ne saurais me prononcer sur le pourcentage parce que je n'ai pas connaissance. Mais le vote compte énormément. Donc, réellement, je crois que ces mentalités pourront changer plus tard. Pour l'instant, on est en pleine évolution sur le sujet. Ok, on va parler un peu des stéréotypes. On va voir si on va déconstruire quelques stéréotypes collés au mannequinat dans le contexte africain. Quand on est Miss en Afrique, les gens ils pensent que la beauté physique est primordiale. C'est-à-dire quand tu n'es pas beau, ben, quand tu n'es pas belle, tu ne peux pas te lancer dans l'aventure. On a vu sur les pages de Miss Guinée, quand les sélections se faisaient par exemple à l'intérieur, bouquet, lobé, tu vois. Parfois, dans certaines villes, on publiait des images des gens, pour les internautes, des gens qui n'étaient vraiment pas trop beaux. Et ces gens-là étaient victimes des moqueries, des critiques, des sabotages. Est-ce que selon toi, la beauté physique est primordiale, prioritaire pour une Miss? Alors, je dirais non. C'est plus la beauté intellectuelle. Parce que, par exemple, si on part dans les compétitions Miss Monde, c'est la beauté intellectuelle qui prime parce que si c'est la beauté physique, il y a énormément de belles femmes. Miss Inde, Miss Venezuela, il y a énormément de belles femmes. Donc, c'est-à-dire, ils vont plus prendre une femme qui est belle intellectuellement parce qu'ils vont se demander qu'est-ce que cette femme a apporté au comité, quelles sont les valeurs qu'elle pourra défendre une fois élue Miss Monde, ou comment elle va faire pour plus montrer, brandir haut et fort les couleurs de son drapeau. Donc la beauté physique, c'est vrai, c'est beau de voir une Miss qui est belle, attirante, qui a de l'aura, qui a vraiment tout ce que vraiment la société veut pour les critères de beauté, mais la beauté intellectuelle, surtout en 2025 bientôt, prime plus. Comment tu perçois le fait que les hommes ne sont attirés que par la beauté physique, par exemple, d'une Miss, en lieu et place d'être attirés par son côté intellectuel? Je dirais peut-être s'ils voient la Miss en question ou la femme en question, ils pourraient être attirés parce qu'on dit toujours c'est la première impression qu'ils regardent en premier. Donc après s'être approché de cette personne, ils pourraient voir il y a plus que la beauté physique, mais aussi il y a la beauté intellectuelle qui se cache derrière ce beau visage. Est-ce que le fait pour les hommes de toujours voir le côté physique, l'aspect beauté chez la femme, est-ce que ce n'est pas une manière pour eux de toujours, comme avant, réduire la femme en un objet? Non, je dirais pas, parce que comme la question que vous venez de me poser, je crois que ces mentalités sont en train de changer actuellement, parce que même pas que les hommes, tout le monde voit que vraiment les femmes essaient de montrer leur véritable place dans la société. Donc, de quoi elles sont capables, qu'elles soient belles ou pas. Vraiment, elles ont quelque chose à offrir au monde. Et je crois que c'est le plus important. Donc, les stéréotypes du genre, on regarde que la belle femme. Non. Ça doit changer. Ça commence à changer, mais ça doit plus changer. Youyou Baldé, on parle de beauté physique. Supposons que, voilà, c'est parti, personne ne regarde la beauté de la Miss qui va venir. Toi, en tant que Youyou Baldé, qu'est-ce que tu as à offrir comme projet de société? Imaginons aujourd'hui qu'on demande tes projets pour qu'ils soient validés, pour qu'ils soient exécutés. Quels sont les projets que tu es en train de vendre en tant que Miss aujourd'hui? Par exemple, mon projet entrepreneurial, il pourrait vraiment aider notre paradis, que j'ai d'ailleurs présenté le jour de la finale de Miss Guinée 2024. C'était quoi d'ailleurs? C'était sur le biocharbon. C'est de transformer nos déchets, notre biomasse en charbon, biocharbon. Vraiment arrêter le charbon traditionnel parce que ça détruit vraiment nos forêts. Parce qu'il y a 12 000 hectares de forêts qui sont détruites chaque année pour faire du charbon traditionnel. Et on pourrait utiliser nos dépotoirs d'ordures pour faire du biocharbon. Je crois réellement ça pourra aider la Guinée. Et surtout au niveau de la santé, parce que le biocharbon est 60% moins toxique que le charbon traditionnel. Et surtout, il s'aligne dans les objectifs de développement durable en impact à long terme. Ouais. C'est
c'est pertinent, Merci. sincèrement, parce que, comme on vient de le dire, les gens pensent que les femmes ne peuvent pas avoir ce genre de réflexion. Et ce que tu avances là, il y a des hommes qui ignorent ce genre de détails. Tu as dit quelques trucs ici que moi-même, je ne connais pas. Donc, c'est une preuve que quand on est Miss, il n'y a pas que l'aspect physique qui doit être intéressant. Il y a l'engagement social qui est derrière. Exactement. Il y a cette beauté, il y a ces valeurs-là que la Miss défend qui doivent plutôt intéresser de plus les gens. Exactement. Alors, c'est le seul projet que tu as ou bien il y Non, en a après, d'autres? ça, c'est le projet entrepreneurial. Le projet social est basé sur les enfants. Essayer de trouver un mentor aux enfants orphelins. En d'autres thèmes vraiment atteints d'handicap, pour qu'ils puissent avoir des formations professionnelles, à part la vie la vie d'élève ou plus tard la vie d'étudiant, qui puissent se dire, à part, par exemple, s'il a fait banque et assurance, à part ça, j'ai une formation en couture, j'ai une formation en mécanique. Donc vraiment, je crois que ça peut impacter les enfants, que tout le temps de les apporter des dons. Parce que tout le monde apporte des dons à ses enfants. Au final, ils ne se souviennent plus qui les a apporté des dons, qui les a apportés à manger. Mais dans 10 ans ou 15 ans, ils pourront se dire, il y a cette Miss Youssouf Baldé qui m'a aidé à avoir un travail. Qui m'a aidé à avoir une formation de côté qui pourrait m'aider dans la vie. Parce que même nous, bientôt moi j'aurais fini les études, forcément, si je n'avais pas fait un BTS en logistique et transport, j'aurais besoin d'une formation technique qui pourrait m'aider. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent des formations techniques, qui refont BTS. Vraiment, je crois que ça, c'est le plus important, de pouvoir aider ces enfants dès le bas âge. C'est vraiment les apporter une touche dans leur vie. Alors, c'est très bon. On souhaite que peut-être un jour, tu auras la chance d'exécuter ces projets-là et qu'ils vont vraiment impacter les cibles. Inch'Allah. Qu'est-ce que tu penses des gens qui supposent que les Miss sont plus valorisés que les gens d'une autre corporation, comme les intellects, comme les écrivains par exemple? En Côte d'Ivoire, on a eu un écrivain qui s'est révolté contre le fait qu'on donne plus d'opportunités, plus de récompenses aux Miss que de donner aussi des récompenses similaires aux écrivains. Ok, alors sur ce sujet, je pourrais pas trop vraiment en parler, mais je dirais juste que de mon côté à moi, tout le monde est valorisé à sa manière. Si seulement parce que avant d'être Miss, il y a un comité qui cherche des sponsors. Donc vraiment, c'est ces sponsors qui offrent ces cadeaux aux Miss. Donc pour les écrivains aussi, ils sont vraiment valorisés à leur manière, parce que l'un rejoint l'autre. Les Miss et les écrivains, c'est plus pour montrer la valeur du pays. Donc je dirais qu'ils font le même travail, seulement que le comité aide la Miss à avoir plus d'opportunités de voyage, sûrement, plus des bourses d'études. Donc c'est vraiment, on va dire, 90% du temps, c'est le comité qui fait tout. Il y a d'autres personnes qui disent que les concours de beauté sont des distractions futiles et que le pays peut s'en passer de ça. Quel message tu as à dire à ces gens-là qui n'ont pas assez d'intérêt pour ce genre de trucs, qui pensent que c'est juste des distractions, c'est pas trop important, on a des problèmes plus importants que ça, on a des défis plus urgents que ça. Tu vois, comment tu trouves cela? Est-ce que tu penses qu'ils ont raison? Alors, je dirais que c'est pas des futilités. Parce que pour commencer, c'est une passion pour énormément de jeunes filles dans le monde, les concours de beauté. Et en deuxième lieu, c'est plus aussi montrer son côté intellectuel. Parce qu'en étant Miss, tu peux aller montrer vraiment les potentialités de ton pays. Par exemple, avec mon projet de biocharbon, si j'avais pas vraiment commencé les histoires de Miss, une fois réalisé, il pourrait aider énormément de personnes. Donc, si je n'étais pas passée par Miss Guinée, j'aurais pas eu cet impact une fois que mon projet sera réalisé. Donc, vraiment, chaque chose, chaque domaine qui peut aider un pays à se faire connaître, il est bon. Parce que, parlons du côté de Olivia Yassé, elle est ambassadrice de la culture, je crois, ou du tourisme en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est vraiment par rapport à ça, le comité Miss France 2025 est venu. Ils ont fait 10 jours là-bas. Je dirais que c'est parce que Olivia Yassé vraiment a montré que la Côte d'Ivoire, c'était un très, 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 très beau pays. Elle est partie deuxième dauphine Miss Monde. Donc, ils sont de plus intéressés à la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, grâce à sa passion, à son talent, elle a pu aider la Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, c'est un peu ça. Est-ce qu'elle t'inspire personnellement? Énormément. Quels sont les aspects chez elle qui attirent ton attention?
Je dirais déjà sa manière de parler, son éloquence. Olivia, tu aimes beaucoup sa façon de parler? Un peu comme ça en bas, oui. Ok. En fait, quand elles sont sur podium, elles ont quelque chose que tu ne saurais expliquer réellement. Je ne sais pas si c'est parce que vraiment c'est de grandes sources d'inspiration pour moi, mais vraiment leur côté intellectuel, rien à dire dessus. Toi, par exemple, sur tes réseaux sociaux, on voit plus cet aspect beauté qui ressort là que la promotion des contenus intellectuels, par exemple. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, parce que depuis vraiment mon élection Miss Coffee, je suis déjà passée, après mon élection Miss Coffee, l'administration de Coffee m'a donné la tâche de représenter notre université à Miss Guinée. Donc, depuis ça, j'essaie au maximum d'impacter. Déjà, j'ai impacté positivement les jeunes filles, même si selon vous, c'était plus le côté beauté, parce qu'en valorisant mon teint, et surtout, en mettant en avant les cheveux afro, j'essaie de mettre en confiance chaque jeune fille, quelle que soit ta couleur de peau, tu peux t'aimer, et quelle que soit la texture de tes cheveux, tu es magnifique à ta manière. Je crois qu'avant même les deux compétitions, mes 2 dernières compétitions, énormément de jeunes filles m'écrivent en me disant que c'est grâce à moi qu'elles s'aiment maintenant. Et je crois que j'ai impacté positivement. Maintenant, parlant du côté intellectuel des projets, je mets plus en avant. Par exemple, avant-hier, j'étais à la foire de Noël avec 1200 orphelins réunis pour passer du bon moment avec ces enfants parce qu'ils en ont besoin réellement au final. Ils ont besoin d'amour. Exactement. J'étais avec le Parlement des enfants, j'étais avec la ministre de la promotion féminine. Donc vraiment, je mets plus en avant cela, même si vous ne voyez pas vraiment. Mais je mets la beauté physique, intellectuelle, le fait que les jeunes femmes puissent s'assumer, s'aimer et le fait aussi que les jeunes femmes puissent avoir vraiment une vision claire de ce qu'elles veulent parce qu'elles peuvent se dire si eu a pu réaliser tel projet, je le pourrai. Donc c'est un peu ça. Ok, c'est très beau ça. Au vu de tout ce que tu cites là, est-ce qu'il y a un combat très sincère auquel tu es vraiment attaché? C'est-à-dire que quand tu as tous les moyens qu'il faut maintenant, dans toutes les possibilités là, quel est le genre de projet que tu veux vraiment défendre aujourd'hui? Qui pour toi est vraiment sincère et vraiment pertinent et vraiment primordial à tes yeux? Comme il y a 2 types de projets, il y a le projet entrepreneurial et social. Donc tous mes 2 projets, ils sont vraiment, ils me tiennent vraiment à cœur. Donc si j'ai les moyens, je vais réaliser les 2. Je ne mettrai pas de différence, je vais vraiment réaliser les 2. Aider les enfants orphelins et aider à vraiment laisser l'utilisation du charbon traditionnel pour le biocharbon. Parce que c'est vraiment 2 choses vraiment importantes pour notre pays. Ok. Quelle est la place que le teint occupe, par exemple, dans le mannequinat? Parce qu'il y a certaines, par exemple, qui, moi j'en connais beaucoup, qui n'assument pas leur teint, qui auraient préféré un teint clair qu'un teint noir. Comment tu le décris? Comment tu réalises cela? Quelle est la place qu'occupe le teint dans le mannequinat? Ok. Alors pour répondre à votre question, j'aimerais revenir tantôt à ce que j'ai dit. Comme ce que vous avez dit, je prends plus le côté beauté. Donc, ce que je viens de dire, je mets plus en avant la beauté naturelle. Pas seulement mettre en avant le teint noir et après marginaliser les filles de teint clair. Non. Il faut que chaque femme s'aime comme elle est réellement. Parce qu'au final, si on ne s'aime pas, personne ne pourra nous aimer à notre juste valeur. Pour le mannequinat, le teint, il est super important. Il est vraiment, vraiment très, très, très important. Et le fait qu'on s'aime naturellement crée une confiance en nous, une confiance en soi, que beaucoup d'agences peuvent aimer. Okay. Donc, déjà, dès que vous voyez, avant même qu'ils vous abordent, je crois que c'est l'une des choses les plus primordiales, vous voir au naturel. C'est pourquoi je conseillerais à chaque jeune fille qu'elle s'aime et qu'elle s'accepte telle qu'elle est, parce que ça pourrait l'ouvrir énormément d'opportunités. D'accord. C'est très important que les gens assument leur teint. Exactement. Si tu as le teint noir, reste comme ça. Les gens, celui qui va t'aimer va t'aimer. Celui qui n'est pas de ce teint aussi, ça va. Oui. Autre question. Est-ce que réellement tu vis de cette aventure-là? Est-ce que depuis que tu es la première dauphine Miss Guinée, est-ce que tu as des opportunités qui te permettent de tenir bon financièrement? Ok. Après Miss Guinée, bon, je dirais qu'il n'y a que 20 jours ou 21 jours, non? Après la compétition Miss Guinée,
Je commence à avoir, oui, des propositions, mais après, c'est à voir avec mon équipe parce que je ne prends plus de décisions seule. Je prends des décisions avec mon équipe parce que c'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui. Et après aussi, on doit parler aussi au comité pour voir ce qu'ils en pensent. Donc, c'est à peu près ça. Mais je crois que dans les mois à venir, j'aurai plein d'opportunités qui pourront m'aider à tenir bon. À l'instant, est-ce que ça va quand même avec les opportunités? Oui. OK. Qu'est-ce que tu penses personnellement du projet Simandou? Alors, le projet Simandou, c'est un projet qui est vraiment très bon et ça pourrait vraiment l'avenir de la Guinée. OK. Pour quelqu'un qui n'a aucune idée du projet Simandou et que tu dois l'expliquer, tu vois, de façon un peu formelle, qu'est-ce que tu en penses un peu dans le fond, concrètement? Est-ce que comment ça peut nous aider? OK. Alors, il y a le projet Simandou et il y a le programme Simandou. Le projet Simandou, c'est l'extraction du gisement de fer dans la région sud-est de la Guinée. Et voilà. Maintenant, le programme Simandou, c'est un programme qui a 5 piliers. Et je crois que même c'était ma question lors de la finale Miss Guinée du top 5. Il y a le pilier éducation, culture, santé, bien-être. Il y a beaucoup de piliers vraiment très importants qui pourront aider la Guinée à se développer plus dans les années à venir. Parce que niveau éducation, on dirait que la base d'une société, c'est l'éducation. Donc si vraiment il s'accentue sur l'éducation, ça pourrait nous aider. L'agriculture, pierre angulaire de notre développement, 75% de l'économie, je crois bien, si je ne me trompe pas, bien sûr, pourra nous aider. Il y a aussi le commerce, il y a la santé, il y a le bien-être, il y a les finances. Donc tous ces aspects-là pourraient aider la Guinée de 2025 à 2040. Donc c'est un projet qu'on doit vraiment soutenir et qu'on doit vraiment mettre en œuvre parce que ça va non seulement nous aider, nous, la génération actuelle, mais aussi les générations à venir. D'accord. Quel message tu as par exemple à d'autres personnes qui veulent être à ta place aujourd'hui, qui veulent se lancer dans cette aventure-là? Quels sont les messages que tu peux leur donner et quelles sont les préparations mentales qu'elles doivent développer? Ok. Alors en premier lieu, s'aimer soi-même. Il faut énormément s'aimer. Parce que si tu pars dans une compétition, tu n'as pas confiance en toi. Déjà, tu vas probablement trouver énormément de jeunes filles qui ont déjà une carrière bien établie, qui ont déjà énormément de potentiel. Tu peux avoir un potentiel, mais que tu n'as pas bien exploité. Alors qu'elles, elles ont déjà exploité leur potentiel, elles ont déjà des couronnes, des banderoles. Donc réellement, travailler sur sa confiance en soi, s'aimer, s'accepter et ne pas écouter les critiques. Et je crois que ça, c'est vraiment dans tous les domaines que tu voudrais faire. Il faut vraiment avoir un mental d'acier et ne pas écouter les gens. Parce qu'au final, il y aura toujours des petites personnes qui vont te dire « De toute façon, tu ne vas pas réussir, tu as tel problème, tel problème. » Donc vraiment, rester focus, rester authentique et fidèle à son éducation. Pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui veulent faire exactement comme toi. Parce que moi, j'étais connu plus sur les réseaux que avant d'être Miss, une Miss que tu es. Je te voyais présente sur les réseaux, tu étais active, TikTok, Facebook, tu vois. Est-ce qu'il y a des critiques ou bien il y a des sabotages que tu as rencontrés parfois au cours de ta carrière virtuelle? Comment tu gères ces genres de trucs? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est préparé mentalement à tenir bon face à ces genres de trucs. On sait, les réseaux sociaux, tu peux dire ça, les gens l'interprètent autrement, et il y a des gens qui ne se retiennent pas, qui peuvent même t'insulter parfois. Comment tu parviens à gérer tout ça? Alors, je dirais que je le gère super bien, même si au début, il y avait des gens vraiment qui m'ont énormément critiqué par rapport à mon poids. Oui. Pour eux, j'étais très maigre et parce que je crois que en 2020, j'avais pas encore atteint 18 ans. Okay. Et j'avais 42 kilogrammes. Okay. Donc, ce qui faisait que j'étais très mince. Mm-hmm. Et on va dire que j'étais encore une enfant. Donc, mon corps n'avait pas vraiment commencé à se développer. Donc, j'ai reçu énormément de critiques par rapport à ça. Ça m'a beaucoup blessée au début parce que quand ils me critiquaient, je répondais aussi. Et chose à ne jamais faire. Chose à ne jamais faire. Ne jamais réagir. Exactement. Toujours rester classe. Toujours montrer que nous sommes au-delà de ça. Donc après ça, moi je dirais que maintenant, ça me fait rien du tout parce qu'au moment, je sais qui je suis. Je sais où est-ce que je veux aller.
je sais ce que je veux atteindre et je sais qu'est-ce que je veux impacter. Donc forcément, je ne peux pas rester dans cette vie sans être critiquée. Être critiqué, c'est la preuve évidente qu'on arrive à faire des choses que la personne qui nous critique n'arrive pas à faire. Donc passer au-dessus de ça, c'est vraiment très important. C'est très important parce que la vie des réseaux sociaux actuellement, elle est tout à fait différente de la vraie vie. Tu vas voir quelqu'un qui ne te connaît même pas, quelqu'un qui n'ose même pas te saluer dans la vraie vie, te balancer des propos. Voilà. Exactement. Et on va prendre un pays, par exemple, le Venezuela, qui est considéré actuellement comme une superpuissance en matière de beauté, en matière de concours de beauté. Et il y a, par exemple, chez eux, il y a des écoles de préparation pour ces trucs de mannequinat-là. C'est-à-dire, avant même de te lancer dedans, il y a des écoles qui peuvent te former à ça pour qu'une fois que tu te lances, il y a des aspects qui travaillent déjà comme le développement de la personnalité, la prestance, la gestion du stress. Ils te préparent à tout un tas d'éléments qui peuvent t'aider à exercer librement cette passion-là. Est-ce que tu penses qu'à l'image de ces autres pays-là, la Guinée aussi doit instaurer ce genre de politique pour vraiment booster ce domaine? Oui, parce que il y a énormément de jeunes filles qui sont passionnées de cela et la plupart de ces jeunes filles trouvent le courage de le faire à travers nous qui avons déjà commencé à le faire ou à travers nos grandes sœurs Miss qui l'ont déjà fait. Donc faire cela, c'est aider depuis le bas âge ces petites filles à avoir la mentalité qu'un jour elles vont arriver. Donc faire des écoles comme ça en Guinée serait une très bonne solution et une très grande idée. Est-ce qu'au-delà de ce côté enseignement, formation-là, tu as d'autres recommandations que tu voudrais faire pour que votre domaine soit encore le plus valorisé dans le pays? Oui, je dirais un peu. Parce que c'est le fait de vraiment former les mentalités, sensibiliser plus les mentalités une fois à l'international. Il faut vraiment qu'on soit énormément soutenu. Malgré que maintenant, le Guinée soutient comparé à avant. Les mentalités commencent à changer depuis Miss World de Saramba. Et aussi, qu'on vote pour nous. Parce que oui, c'est très important. Les votes sont super importants dans les compétitions internationales. Mais peut-être que c'est le manque de connexion qui fait que les gens ne sont pas tellement... Côté vote là, ne sont pas tellement denses là-bas. Alors, je ne pourrais pas me prononcer dessus, parce que moi, toute Miss qui part à l'international, j'essaie au maximum de l'aider à ma manière, soit sur les réseaux, soit au niveau des votes. Donc, je dirais qu'il faut énormément plus de soutien et de plus aussi qu'ils votent énormément pour nous, parce que aller à l'international, c'est déjà un grand pas. Pour représenter notre pays, c'est une grosse pression sur nous, donc il faut que le soutien soit réellement là. Merci d'être passé dans le podcast Dissidence. Merci.